Bonjour à tous, donc dans la continuité des deux précédentes vidéos que j'ai faites sur le pass sanitaire, je voudrais analyser avec vous aujourd'hui la décision qui vient d'être rendue par le Conseil constitutionnel. Et vous avez maintenant compris que vous retrouverez donc le plan de cette vidéo sous celle-ci, dans le texte sous celle-ci, et vous pourrez directement, en cliquant sur la timeline, aller exactement à la partie qui vous intéresse dans cette vidéo qui risque d'être un peu longue, et peut-être que toutes les parties ne vont pas vous intéresser autant. Petit rappel aussi, d'accord, je ne fais que des vidéos à caractère pédagogique, de vulgarisation du droit. Je ne vous vends rien, je ne suis pas là pour vanter la renommée d'un cabinet d'avocats ou quoi que ce soit, d'accord. Mon analyse, elle se veut neutre, objective, et ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est que les notions qui ont été utilisées par le Conseil constitutionnel dans sa décision, les articulations d'idées, en fait, ce sont des articulations d'idées qu'on retrouve depuis des années dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ce qui fait que la décision qu'il a rendue aujourd'hui, elle est cohérente avec toute sa jurisprudence antérieure, et une jurisprudence qui remonte à bien avant Covid. D'accord? Donc je voudrais que vous compreniez ça. La question du pass sanitaire, c'est un sujet qui est passionnel, d'accord, mais je voudrais justement dédramatiser en fait cela et vous expliquer en fait le raisonnement du juge constitutionnel, d'autant que c'est une décision qui, à mon sens, est très pédagogique et qui vous permet de comprendre en fait tout le contenu de la loi et la manière dont elle va être appliquée. Alors, les grands points, je ne vais pas traiter toute la décision parce qu'elle est très très longue. Les grands points qui nous intéressent, c'est d'abord la question en fait de proroger en fait la loi de gestion de la sortie de la crise sanitaire jusqu'au 15 novembre 2021. Le Conseil constitutionnel, le premier temps de son raisonnement, c'est de dire est-ce que ce délai si long de 4 mois, est-ce que c'est pas disproportionné? Deuxièmement, le Conseil constitutionnel donc se pose la question de savoir est-ce que le pass sanitaire et pour l'accès à certains lieux, établissements, est-ce que cette exigence-là, elle est conforme à la Constitution et conforme notamment à deux choses différentes qui transparaissaient d'ailleurs à travers les questions que vous m'avez posées, notamment à regard de la première vidéo. C'est en fait l'atteinte à la liberté d'aller et de venir, mais aussi l'atteinte au principe d'égalité. Et derrière ça, il y a ce principe aussi de discrimination, de non-discrimination. Donc ça, c'est la deuxième grande série de motifs en fait dans la décision du Conseil constitutionnel. Se pose aussi la question, et ça j'irai juste plus vite, mais est-ce que les obligations qui sont imposées aux professionnels de contrôler le pass sanitaire, est-ce que c'est pas contraire à la liberté d'entreprendre? Est-ce que les peines qui sont prévues, est-ce qu'elles sont proportionnelles à la gravité en fait du manquement que l'on peut reprocher à ces professionnels? Ça c'est la troisième chose qu'analyse le Conseil constitutionnel. Et enfin, on arrivera à cette question que j'ai déjà abordée dans la première vidéo, qui est l'exigence du pass sanitaire pour certains salariés dans certaines entreprises. Et on reviendra en fait sur les conditions qui ont conduit le Conseil constitutionnel à considérer que certaines des dispositions sont conformes à la Constitution, mais d'autres ne le sont pas. Et enfin, je dirais quelques mots sur le placement en isolement des personnes qui sont positives à Covid, parce que là, le Conseil constitutionnel a considéré que c'était contraire à la Constitution. Juste, vaut mieux toujours parler à Dieu que de s'adresser à ses saints. La décision du Conseil constitutionnel, je vous mentionnerai donc le lien sous la vidéo, vous pouvez la retrouver, vous pouvez la lire en entier, c'est lisible, c'est pas quelque chose qui est à s'arracher les cheveux, et je pense que... une fois que vous aurez peut-être parcouru une partie de cette vidéo, vous comprendrez encore mieux l'articulation des idées. Ce que je propose aussi de vous mentionner, c'est dans toutes les décisions du Conseil constitutionnel, sur le site du Conseil constitutionnel, vous aurez donc le communiqué de presse, bon ça il a été publié aujourd'hui, vous aurez ensuite, mais alors ça sera dans quelques temps, vous voyez un commentaire, c'est très intéressant à lire, un dossier documentaire qui recense en fait parfois toute la jurisprudence antérieure du Conseil constitutionnel. La législation consolidée, donc c'est en fait la loi telle qu'elle ressort de la décision du Conseil constitutionnel. Et vous pouvez également retrouver, et je regrette en fait qu'on ne puisse pas y avoir accès avant, les saisines en fait des différentes saisines qui ont été faites.
et les observations qu'a fait le gouvernement. Et c'est dommage, en fait, qu'on n'ait pas ce document-là avant que le Conseil constitutionnel statue. C'est un peu dommage que ce soit pas accessible, mais vous pourrez voir, en fait, les questions qui ont été posées par les parlementaires. J'ai cru entendre dans la presse qu'il y avait aussi un collectif de citoyens, qui était quand même 50 000, qui avaient essayé de déposer en fait quelque chose auprès du Conseil constitutionnel, et vous voyez que le Conseil constitutionnel n'en a même pas tenu compte, en fait. Ça n'apparaît même pas dans les documents, en fait, entre guillemets, à partir desquels le Conseil constitutionnel a rendu sa décision. Donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du débat et regardons donc cette première question qui est abordée par le Conseil constitutionnel, de savoir est-ce que cette prorogation de la gestion de la sortie de la crise sanitaire jusqu'au 15 novembre 2021, est-ce que c'est conforme à la Constitution ou au contraire disproportionné ? Et le raisonnement qui apparaît ici, en fait, vous allez voir, il sous-tend tout le reste de la décision du Conseil constitutionnel, donc c'est important de revenir dessus. Et la première chose que nous rappelle le Conseil constitutionnel, c'est qu'il y a toujours, en fait, des libertés fondamentales ou des libertés à valeur constitutionnelle qui, parfois, entrent, pas en collision, mais entre guillemets, qui sont un peu antinomiques et qu'il faut concilier. Et là, exactement, la conciliation, elle se fait entre la protection de la santé, que poursuit le pass sanitaire, et d'autre part, le respect des droits et des libertés. Et ce que nous dit le Conseil constitutionnel, c'est que les mesures comme le pass sanitaire, toutes les mesures de cette loi, elles s'inscrivent très clairement, selon la volonté même du législateur, dans cet objectif de lutter contre la propagation de Covid-19, et notamment du dernier variant. Et donc il y a bien la poursuite de la protection de la santé, de l'objectif de la protection de la santé. Et ce que dit le Conseil constitutionnel, et c'est important qu'il le dise, c'est ce passage-là, c'est que le Conseil constitutionnel, il n'est pas au-dessus du législateur, c'est pas un législateur bis, d'accord ? Ses pouvoirs sont restreints. Ses pouvoirs sont restreints et c'est au législateur, dans le cadre d'un débat parlementaire, d'apprécier comment il entend lutter contre la propagation de l'épidémie. Et le rôle du Conseil constitutionnel, qui n'a pas ce pouvoir général d'appréciation, qui a un pouvoir d'appréciation beaucoup plus restreint, d'accord ? Il se situe, vous voyez, le Conseil constitutionnel admet lui-même qu'il se situe très en retrait du Parlement, d'accord ? Eh bien, le Conseil constitutionnel considère qu'il n'a donc pas le pouvoir, en fait, de remettre en cause ce qui a fait l'objet d'un débat parlementaire. Et c'est salutaire, ça, d'accord ? J'ai entendu dans la presse et ailleurs, sur YouTube, que depuis que la loi avait été votée, il y avait ces documents du CDC qui montrent que, par exemple, les personnes vaccinées sont aussi contagieuses que les personnes non vaccinées. Si bien que, au jour où le Conseil va être amené à statuer, c'est-à-dire aujourd'hui, eh bien, en fait, toutes les raisons de mise en place du pass sanitaire, elles sont déjà complètement obsolètes. Et que le Conseil constitutionnel va forcément déclarer inconstitutionnelle la loi qui lui est déférée. Eh bien, Dieu soit loué que le Conseil constitutionnel ne statue pas comme ça. Parce que s'il faisait ce genre de choses, s'il se mettait à apprécier, entre guillemets, la réalité, à exercer un pouvoir d'appréciation au même titre que le fait le Parlement, eh bien, comme il intervient toujours après le Parlement, vous voyez bien qu'on serait sous la dictature des juges, entre guillemets. D'accord ? On n'aurait plus un débat démocratique à partir de personnes qui ont été élues au suffrage universel, puisque le fin mot de l'histoire, ça serait le Conseil constitutionnel qui pourrait l'avoir, et le Conseil constitutionnel, c'est des personnes qui sont nommées, d'accord ? C'est pas des personnes qui sont élues, elles n'ont pas cette légitimité démocratique. Donc c'est sain, entre guillemets, c'est très sain que le Conseil constitutionnel reconnaisse lui-même qu'il n'a, on pourrait même penser qu'il n'a aucun pouvoir d'appréciation. Que le pouvoir d'appréciation, son monopole, il est exercé par le Parlement. Alors, le Conseil constitutionnel dit non, je suis quand même là comme garde-fou, donc j'ai un pouvoir d'appréciation. Mais ce pouvoir d'appréciation, il est extrêmement limité. Et il est circonscrit à ce que l'on appelle ce qui est manifestement inadéquat. D'accord ? Donc, tant que le Parlement fait ses arbitrages,
eh bien, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui est manifestement inadéquat, le Conseil constitutionnel ne viendra pas réécrire la loi. Et ça, c'est bien parce que c'est pas son rôle, d'accord? Le Parlement, il écrit les lois, et le Conseil constitutionnel, son rôle, il est circonscrit juste à identifier si sur tel et tel point, il n'y a pas des inconstitutionnalités caractérisées. Mais dès lors qu'on est dans un domaine, d'accord, où est en cause quelque chose d'assez évanescent comme la protection de la santé, vous voyez que la protection de la santé, elle est définie par le Parlement au terme d'un processus qui est démocratique. Elle n'est pas décidée de manière autoritaire par 9 juges du Conseil constitutionnel qui n'ont aucune légitimité du point de vue de la manière dont ils ont été désignés, ils n'ont pas été élus entre guillemets. Donc vous voyez que voilà, le Conseil constitutionnel reconnaît que la poursuite de cet objectif de la protection de la santé, c'est le Parlement qui l'a défini sous la réserve très restreinte de ce qui pourrait être manifestement inadéquat, ce qui, au cas d'espèce, n'est pas le cas. Et autre chose, donc vous voyez bien qu'il y a bien une poursuite, et c'est ce que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, dès lors qu'on est en matière de liberté fondamentale, où il y a une atteinte à une liberté fondamentale, on regarde toujours, déjà, la première chose, c'est est-ce qu'il y a une justification ? La justification, c'est la protection de la santé, et les mesures définies, elles le sont par le Parlement. Donc on regarde s'il y a une justification, et deuxièmement, on regarde toujours est-ce que c'est proportionné, est-ce que l'atteinte aux libertés individuelles, elle est proportionnée, et là, le Conseil constitutionnel se réfère à la loi du 31 mai 2021, que je ne vais pas analyser avec vous en détail, mais cette loi, en fait, du 31 mai 2021, elle énonce un certain nombre, en fait, de garanties que en fait, les mesures sont prises dans l'intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, strictement proportionnées, qu'on y met fin immédiatement, sans même attendre qu'une loi soit nécessairement votée là-dessus, et surtout, tout se fait sous le contrôle du juge judiciaire, d'accord ? Donc, tout ce qui est énoncé en fait dans la loi du 31 mai 2021, ça garantit en fait le caractère proportionné de l'atteinte qui est portée aux libertés individuelles dans le but, d'accord, le but poursuivi qui est celui de la protection de la santé. Donc vous voyez à travers en fait ces deux, vous voyez c'est ce que je viens de vous rappeler là, les paragraphes 28, 29 et 30, vous voyez exactement apparaître cette articulation des trois notions que je vous les ai longuement expliquées au début de ma deuxième vidéo. Voyons maintenant, donc ça c'est, vous avez compris l'articulation, et cette articulation d'idées, elle revient en fait assez régulièrement dans le raisonnement du Conseil constitutionnel. Alors, voyons maintenant le pass sanitaire pour l'accès à certains lieux, les cinémas, les restaurants, etc. La première chose que nous rappelle le Conseil constitutionnel, c'est que le pass sanitaire, d'accord, c'est trois choses. Et ça n'est pas l'obligation vaccinale. Il le répétera encore plus précisément après. D'accord ? C'est le dépistage virologique, le justificatif de statut vaccinal ou le certificat de rétablissement après une contamination. Donc ça, c'est déjà la première chose que vous rappelle le Conseil constitutionnel, c'est qu'il va regarder la constitutionnalité du pass sanitaire pour l'accès à certains lieux, mais en fonction de ces trois composantes. Et on ne va pas faire abstraction de deux des trois composantes pour ne retenir que le certificat du statut vaccinal. D'accord ? Il y a deux autres composantes et on ne doit pas les oublier, nous dit le Conseil constitutionnel, à travers toute sa décision. Alors, le pass sanitaire dans ces lieux, dans ces commerces, etc., il y a deux atteintes distinctes, d'accord ? La première atteinte, c'est l'atteinte à la liberté d'aller et de venir, l'atteinte à la vie privée, et l'atteinte également au droit d'expression collective des idées et des opinions, donc en gros le droit de manifester. Donc là encore, on est toujours dans la conciliation de ces libertés que je viens de vous énumérer, et qui sont garanties par la Déclaration des droits de l'homme, dans son article 2, l'article 4, etc., et de l'autre, vous avez ce but poursuivi, qui est celui de la protection de la santé. Donc on doit essayer de les concilier, et donc on va voir si cette conciliation est possible ou pas. Et voilà, la première chose que nous dit le Conseil constitutionnel, c'est que ce qu'a fait le législateur, ce qu'a voulu le législateur, ça poursuit donc un objectif à valeur constitutionnelle qui est celui de la protection de la santé. Et pour le Conseil constitutionnel, les atteintes aux libertés que je viens d'énoncer, elles sont proportionnées. Pourquoi ? Parce que ça ne dure que... D'abord, la mesure, elle est transitoire, ça ne dure que jusqu'au 15 novembre 2021, et
il y a tout ce que j'ai dit au paragraphe 29, que je vous ai expliqué tout à l'heure au paragraphe 29, toutes les garanties procédurales de la loi de mai 2021 qui font que finalement il y a un caractère qui est proportionné à ces atteintes, d'accord, et donc il n'y a pas de risque d'inconstitutionnalité. Autre chose que nous précise en fait le Conseil constitutionnel, et je trouve que ça c'est très intéressant, c'est que le Conseil constitutionnel nous dit, voilà, il y a deux catégories en fait d'endroits dans lesquels on doit présenter le pass sanitaire. Il y a toute une catégorie d'endroits qui sont liés à des activités, et ces activités en fait, elles mettent en présence donc un nombre important de personnes, ce qui fait que le risque de contamination, il est plus élevé dans ces lieux-là. Donc, compte tenu du risque plus élevé de contamination, on va instaurer le pass sanitaire dans le but de freiner la propagation du virus. Donc vous voyez qu'il y a une justification, d'accord, le boucher en fait de Carrefour, d'accord, le rayon boucherie de Carrefour, d'accord, c'est dans un lieu où a priori il y a énormément de monde, alors que le petit boucher de quartier, d'accord, a priori il y aura très peu de monde dans son magasin. Et donc en fait cette différence de situation justifie que l'on instaure et que l'on applique le pass sanitaire dans un grand centre commercial, alors qu'on ne va pas l'exiger en fait dans un petit magasin de centre-ville. D'accord ? Et c'est la même chose en fait pour les transports en commun, etc. et tout. D'accord ? Il y a des lieux dans lesquels en fait il y aura beaucoup plus de personnes et donc dans lesquels il est justifié d'instaurer un pass sanitaire. C'est ça l'idée, en fait, très clairement, que le Conseil constitutionnel met en avant et qui, selon lui, justifie en fait cette inégalité, entre guillemets, entre les commerces, entre eux, parce qu'ils ne sont pas dans des situations qui sont identiques, les unes au regard des autres. Et d'autre part, le Conseil constitutionnel prend le soin de souligner que, par exemple, pour tout ce qui est établissement de santé, d'accord, il y a effectivement le pass sanitaire donc s'applique par exemple aux accompagnants ou aux visiteurs, d'accord, ou aux personnes qui ont des soins qui sont programmés, d'accord, mais néanmoins il y a toujours cette réserve que, eh bien, on ne l'exigera pas en cas d'urgence. Et donc en fait, il n'y a pas de limite à l'accès aux soins, et je crois que Catherine Lacombe ou Karine Lacombe ce matin s'inquiétait de ça. Pour le Conseil constitutionnel, cette réserve du cas d'urgence, qui est appréciée donc comme ça, voilà, en fonction des situations, eh bien en fait, elle garantit en fait l'accès aux soins. Donc il n'y a pas de disproportion, d'accord, à exiger un pass sanitaire dans tout ce qui est établissement de santé. De la même manière, pour les grands magasins, d'accord, les garanties qui font qu'il n'y a pas de caractère disproportionné, c'est que, eh bien, on pourra toujours avoir accès aux biens de première nécessité. D'accord ? Et d'autre part, alors ça c'était une question de savoir est-ce que en fait le législateur avait épuisé sa propre compétence ou pas. Alors je vais pas rentrer là-dedans. Si certains s'intéressent à mes autres vidéos, j'ai fait une grande vidéo sur la pyramide des normes et à la fin en fait j'explique ce que c'est que l'incompétence négative. Et là en fait il n'y a pas de problème à ce que en fait ce soit les préfets sur décision individuelle qui vont déterminer les centres commerciaux en fonction de leur taille, en fonction de l'épidémie, qui seront soumis à un pass sanitaire. D'accord ? On aurait pu penser que le législateur avait l'obligation de déterminer ce seuil en dessous et au-dessus duquel on appliquait le pass sanitaire. Et en fait, le Conseil constitutionnel dit non, c'est une garantie en fait, que ce soit apprécié par le préfet, c'est une garantie en fait que la mesure sera proportionnée et qu'elle sera évaluée, vous voyez, au cas par cas en fonction de l'évolution de l'épidémie. De la même manière, d'accord, pour les déplacements longue distance en train, il est prévu que parfois, en cas d'urgence, on n'ait pas besoin de présenter ce pass sanitaire, ce qui montre que voilà, l'instauration du pass sanitaire et les exceptions au cas par cas auquel il peut donner lieu, eh bien, elle justifie que cette mesure, même si elle est attentatoire à la liberté d'aller et de venir, d'accord, elle n'est pas disproportionnée et elle poursuit un objectif légitime qui est celui de la protection de la santé. Et à la fin, petite précision du Conseil constitutionnel, le pass sanitaire, c'est pour les activités de loisirs. Or, les activités politiques, le fait de manifester, les activités syndicales ou les activités culturelles, le fait d'aller dans un lieu religieux, ça n'est pas des activités de loisirs. Donc le pass sanitaire ne s'appliquera pas dans une église, une mosquée, dans un local de la CGT ou à l'Assemblée nationale. D'accord ?
Voilà la petite précision qui est faite enfin. Et toujours, le Conseil constitutionnel nous rappelle que voilà, toutes ces mesures et toutes les disproportions auxquelles pourraient donner lieu se font toujours sous le contrôle du juge. Donc le juge est là comme garantie, en fait, comme garant pour déclarer illégale toute décision qui serait prise à l'encontre, qui irait à l'encontre, en fait, des grands principes qui sont énoncés ici. Je pense notamment, par exemple, si un préfet prenait une décision d'impliquer le pass sanitaire à trop de centres commerciaux, eh bien les centres commerciaux pourraient très bien aller devant le tribunal administratif pour contester ces décisions, comme ça a pu être le cas précédemment au début de Covid. Voilà. Et alors, deux précisions importantes que fait le Conseil constitutionnel, c'est que il dit bien, voilà, le pass sanitaire, c'est trois choses, d'accord? C'est trois choses, donc on ne peut pas interpréter le pass sanitaire comme étant, en fait, une obligation de se vacciner. D'accord? Là, le Conseil constitutionnel est très clair, il est très pédagogique là-dessus, en disant le pass sanitaire, d'accord, ça peut être un certificat de rétablissement, mais ça peut aussi être les tests virologiques. D'accord? Donc, on ne peut pas interpréter cette loi pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. C'est-à-dire que le pass sanitaire, ce n'est pas l'obligation de se vacciner. Alors, je suis d'accord avec vous que en off, indirectement, ça incite à la vaccination, d'accord? Mais le Conseil constitutionnel rappelle bien que, voilà, c'est pas ce qui a été voté par le Parlement, il n'y a pas une obligation vaccinale pour l'instant. Le pass sanitaire, ça ne peut pas être réduit à ça. Et autre chose que nous dit le Conseil constitutionnel, ça c'est important parce que ça répond à des questions qui m'avaient été posées dans le cadre de la précédente vidéo. Si vous avez une contre-indication, eh bien le certificat médical de contre-indication, ça vous tient lieu en fait de pass sanitaire. Donc si vous avez une contre-indication à cette vaccination, eh bien vous avez entre guillemets un pass sanitaire par le constat médical de cette contre-indication. Et dernière chose aussi qui est très importante, c'est qui va contrôler en fait le pass sanitaire? Qui va exiger en fait, qui va demander à ce qu'on présente le pass sanitaire? Eh bien, c'est les forces de l'ordre, donc la police et la gendarmerie, ou bien les exploitants eux-mêmes de ces lieux, d'accord? Mais autre chose que nous précise bien le Conseil constitutionnel, c'est que vous présentez votre pass sanitaire, d'accord? Mais la seule personne qui peut vous demander en plus de présenter votre pièce d'identité, ça ne peut être que les forces de l'ordre, la police et la gendarmerie. D'accord? En aucun cas, un établissement ou un exploitant ne peut exiger, en plus du pass sanitaire que vous lui présentez, de présenter vos papiers d'identité. D'accord? Donc ça, c'est réserve d'interprétation de la part du Conseil constitutionnel qui est très strict de dire que voilà, le contrôle de l'identité ne se fait que par les forces de l'ordre. Et se pose également donc, la question de savoir est-ce que le pass sanitaire ne va pas créer une rupture d'égalité, ou, ce qui revient au même, une discrimination. Alors, voilà, pour les grands magasins et pour... alors, à propos de la rupture d'égalité, juste un petit paragraphe que je trouve très amusant, le paragraphe 49, vous voyez, il y a cette phrase, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que les législateurs règlent de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'ils dérogent à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans un cas comme dans l'autre, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Ce paragraphe-là, je vous l'ai textuellement dit à la virgule près dans ma précédente vidéo. Donc vous voyez bien que sur le principe d'égalité, le Conseil constitutionnel, la décision qu'il rend aujourd'hui, d'accord, elle est identique à ce qu'il a toujours jugé depuis des années, depuis que Macron il était encore bébé en train de jouer au Lego, d'accord? Donc ça c'est très important de voir que vous voyez, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas d'incohérence dans ce que dit le Conseil constitutionnel, et cette solution qui est de dire, ceux qui sont placés dans des situations différentes seront traités de manière différente, eh bien, le Conseil constitutionnel ne fait que l'appliquer ici aux grands magasins et aux centres commerciaux, en disant ils sont dans une situation différente que le petit magasin en centre-ville, d'accord? Donc, il est logique qu'on applique le pass sanitaire aux grands magasins et aux centres commerciaux, mais qu'on ne l'applique pas aux petits commerçants. D'accord? Il y a bien une différence de traitement qui repose sur une différence de situation. D'accord? Et le Conseil constitutionnel ne regarde pas que ça, d'accord? Les centres commerciaux, il regarde aussi à l'égard des personnes à qui on impose le pass sanitaire. Donc les personnes qui doivent présenter ce pass sanitaire pour entrer dans ces magasins. Et le Conseil constitutionnel dit bien, il n'y a aucune différence de traitement à l'égard de ces personnes. C'est-à-dire que tout le monde est soumis au pass sanitaire. Il peut présenter le certificat de rétablissement
l'examen de dépistage négatif ou le certificat vaccinal. Il a le choix entre ces trois choses-là. Et tout le monde est soumis à ce même pass sanitaire, donc il n'y a pas de rupture d'égalité. D'accord ? Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous pouvez toujours faire le test de dépistage ou avoir attrapé Covid, ce que évidemment je ne vous souhaite pas. Et enfin, toujours cette garantie procédurale en termes de contrôle, d'accord ? Le contrôle, d'accord, il ne peut se faire que par les forces de l'ordre ou l'exploitant. Et ce contrôle, il exclut par nature toute forme de discrimination. D'accord ? Parce que tout le monde est soumis au même contrôle, au même pass sanitaire, et est soumis au même type de contrôle. D'accord ? Donc il n'y a aucun, d'un point de vue légal, il n'y a aucune discrimination qui peut résulter des opérations de contrôle. Dans le cadre d'un pass sanitaire, il n'y aura pas de contrôle, vous voyez, au faciès ou quoi que ce soit. C'est objectif. Vous présentez votre pass, soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. D'accord ? Avec en plus les réserves que je vous ai dit sur les produits de première nécessité, etc. Bon, je ne reviens pas sur ce point. Donc vous voyez que le pass sanitaire, tel qu'il s'applique en fait à certains établissements et à toutes les personnes qui veulent rentrer dans ces établissements, pour le Conseil constitutionnel, ça n'enfreint aucune... ça porte atteinte à des libertés fondamentales, ça c'est clair. Ça ne crée pas de rupture d'égalité, mais pour autant, d'accord, c'est cette atteinte aux libertés fondamentales d'aller et de venir, etc., elles sont justifiées par cette protection de la santé, d'accord, et sa mise en place, en fait, se fait de manière proportionnée. Donc pour l'ensemble de ces raisons, le Conseil constitutionnel estime que le pass sanitaire, au regard de ses activités, de ses commerces, etc., n'est pas inconstitutionnel. Concernant les obligations de contrôle qui sont imposées aux exploitants et aux professionnels, alors les sénateurs et les parlementaires disaient, bon, ça porte atteinte à la liberté d'entreprendre puisqu'on leur impose en fait une charge nouvelle qui est celle de faire ces contrôles. Sauf que le Conseil constitutionnel balaye ça en disant le contrôle il peut se faire très rapidement, donc c'est quand même pas une charge énorme. Et concernant les peines qui peuvent être prononcées, alors là je ne vous rentre pas dans les détails, mais le Conseil constitutionnel il vérifie par exemple qu'une peine n'est pas totalement disproportionnée à la gravité du fait qui a été commis. Et là, en fait, sur ce genre de problématique, en fait, le contrôle de proportionnalité, il est très léger de la part du Conseil constitutionnel. Donc là, il dit, il n'y a pas de disproportion au regard des peines qui sont prévues, parce qu'en plus, il y a une gradation, en fait, il y a une fermeture temporaire de l'établissement pendant 7 jours, jusqu'à ce que l'exploitant justifie qu'il a mis en place toutes les mesures pour contrôler, etc. Donc, cette gradation, en fait, des suspensions administratives, puis, en fait, des sanctions pénales, font qu'il n'y a pas de disproportion selon le Conseil constitutionnel. On en arrive maintenant en fait au pass sanitaire qui s'applique donc aux salariés, c'est ce que j'ai évoqué dans la première vidéo. On va d'abord identifier ce qui était reproché en fait de la part des députés et des sénateurs. Et il y a 2 reproches en fait qui ont été faits à propos donc de ce pass sanitaire en entreprise. La première chose que l'on a reproché à ça, c'est qu'en fait, il y avait une suspension du contrat de travail, donc je vous l'ai expliqué dans ma première vidéo, et cette suspension du contrat de travail, je vous l'ai expliqué, elle peut, au bout d'un certain temps, aboutir à ce que le salaire ne soit plus versé, d'accord ? Une fois que tous les congés payés ont été soldés, le contrat de travail, il est suspendu de manière indéfinie, et l'employeur n'a pas l'obligation de verser un salaire, puisqu'il n'y a pas de prestation de travail. Donc, est-ce que ça, c'est pas une atteinte, en fait, à la liberté du travail ? Et d'autre part, je vous l'avais également évoqué dans ma première vidéo, pour les contrats à durée déterminée, il y a une nouvelle cause de rupture anticipée, c'est le refus de pass sanitaire. Donc, est-ce que ça crée pas une rupture d'égalité entre ceux qui sont en CDI et ceux qui sont les plus fragiles, entre guillemets, les plus précaires et qui sont en CDD ? Alors, sur la distinction CDD-CDI, le Conseil constitutionnel a dit, oui, effectivement, il n'y a pas, cette distinction qui a été faite, elle est inconstitutionnelle. Alors, reprenons le raisonnement, parce que ce raisonnement, il est assez intéressant. La première chose que dit le Conseil constitutionnel, c'est, si l'on se réfère aux travaux préparatoires de la loi, on voit que le législateur a entendu exclure que la méconnaissance de l'obligation de présentation de pass sanitaire puisse constituer une cause réelle et sérieuse d'un licenciement en salarié à durée indéterminée. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, l'analyse des débats parlementaires montre que pour l'Assemblée nationale comme pour le Sénat,
on ne peut pas licencier un salarié parce qu'il refuse de présenter son pass sanitaire. D'accord ? Le refus de présentation du pass sanitaire, ça n'est pas une cause réelle et sérieuse. Et c'est exactement ce que je vous ai expliqué dans la première vidéo, d'accord ? Ça n'est pas une cause réelle et sérieuse, parce que c'est un élément qui est tiré de la vie privée du salarié. Néanmoins, ça peut quand même causer un trouble objectif dans l'entreprise. Donc, l'employeur pourrait éventuellement licencier le salarié pour cette cause objective, ce trouble objectif qui est engendré par le refus de présentation du pass sanitaire et la suspension du contrat de travail qui en découle. Je voudrais quand même préciser une chose à ce propos, une idée que je n'ai pas évoquée dans la première vidéo et qui me vient maintenant, c'est que, en fait, comme on n'est pas dans le cadre d'un licenciement disciplinaire, l'employeur, s'il licencie le salarié, doit respecter un préavis. D'accord ? Et le préavis, en fait, ça dépend de l'ancienneté du salarié, mais le préavis, généralement, c'est un préavis de 2 mois. D'accord ? Ce qui fait que, quand vous regardez, en fait, quand va entrer en vigueur le pass sanitaire, il va rentrer début septembre. Si l'employeur joue le jeu, il doit d'abord faire un entretien au bout de 3 jours pour voir s'il n'y a pas de possibilité de reclassement. Donc, il doit jouer le jeu du reclassement. Et si c'est seulement après cette possibilité de reclassement, s'il y a vraiment un trouble objectif dans l'entreprise, il pourrait alors licencier le salarié. Mais dans ce cas, il doit respecter un préavis de 2 mois. Et vous voyez que le préavis de 2 mois risque d'arriver après la date du 15 novembre 2021. Donc est-ce qu'un juge prud'homal va considérer qu'il y a une cause réelle et sérieuse alors que finalement, le contrat de travail, il est rompu, mais il va continuer à produire ses effets pendant la durée du préavis jusqu'à un moment donné où l'exigence du pass sanitaire aura disparu. Et voyez que, ça suppose évidemment qu'on ne va pas prolonger à nouveau, au-delà du 15 novembre 2021, cette exigence du pass sanitaire, mais en l'état actuel des choses, c'est quand même risqué pour un employeur de licencier un salarié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un trouble objectif, puisque compte tenu de la durée du préavis va peut-être nous repousser au-delà en fait de cette date du 15 novembre 2021, donc au-delà en fait de l'exigence du pass sanitaire. Donc vous voyez que c'est quand même risqué, je serais finalement surpris que des employeurs se licencient à tour de bras pour refus ou pour absence de pass sanitaire. C'est possible, d'accord, mais c'est quand même risqué. C'est pour ça que je voulais faire cette petite précision. Et surtout, il est clair et net qu'on ne peut pas licencier un salarié pour faute grave parce qu'il refuse son pass sanitaire, d'accord ? C'est même pas une cause réelle et sérieuse, donc c'est encore moins une faute grave. De ce point de vue-là, je pense que vous avez compris mon analyse et cette idée qui transparaît aussi donc de l'intention du législateur lors des travaux préparatoires. Les salariés en CDD, eux, en revanche, d'accord, ils ne bénéficient pas du tout de cette protection-là, puisqu'on a considéré que le refus de présentation du pass sanitaire, c'était une cause de rupture anticipée du CDD. Or, nous dit le Conseil constitutionnel, les salariés en CDI et la salariée en CDD, ils sont dans le même bateau, d'accord, littéralement. Les deux, en fait, ils sont tous exposés au même risque de contamination et de transmission du virus. Donc, il n'y a aucune raison qu'ils soient traités différemment. Et la différence de traitement qui a été instaurée par le législateur entre les salariés en CDI que l'on ne peut pas licencier pour une cause réelle et sérieuse en raison de l'absence du pass sanitaire, eh bien en fait, on va au contraire pour les salariés en CDD, c'est-à-dire les salariés les plus précaires, considérer que c'est une cause de rupture anticipée. Et bien, cette différence de traitement, elle est sans lien avec l'objectif poursuivi étant de lutter contre la contamination et la transmission du virus. Donc pour cette raison, la distinction qui a été créée dans la loi, elle est inconstitutionnelle. Et ça, c'était assez évident, et c'est assez grossier en fait de la part du législateur d'avoir fait ça. En revanche, pour les salariés en CDI, le pass sanitaire, d'accord, est-ce qu'il est contraire à la Constitution ou pas ? Alors, à quoi serait-il contraire à la Constitution ? Il serait contraire à ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Donc, la Constitution, c'est non seulement la Constitution de 58, mais également, en fait, toute une série de textes antérieurs, et notamment le préambule de la Constitution de 46, qui énonce dans son 5e alinéa le droit à l'emploi. Donc, le droit à l'emploi, c'est un droit qui a une valeur constitutionnelle. Alors, c'est pas une
une liberté qui est opposable, on dit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas assigner l'État en justice en disant « je suis chômeur, vous devez me procurer un emploi ». C'est comme le droit au logement. Le droit au logement, il devient petit à petit en fait opposable à l'État, mais dans des conditions qui sont très 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 difficiles à faire reconnaître, d'accord. Donc le droit à l'emploi, c'est un droit à valeur constitutionnelle, mais qui n'a pas la même force, entre guillemets, que d'autres libertés comme la liberté, l'interdiction des détentions arbitraires qu'on va examiner ensuite, d'accord. Donc le droit à l'emploi, il a bien une valeur constitutionnelle. Mais aussi, dans le même préambule, vous avez deux autres choses, c'est la protection de la santé, et vous voyez bien que toutes les mesures qui sont prises dans le cadre du pass sanitaire, elles poursuivent cet objectif de protection de la santé qui a lui aussi une valeur constitutionnelle, et vous avez également en fait tout ce qui est sécurité matérielle, le repos et les loisirs, qui eux aussi ont une valeur constitutionnelle. Donc vous voyez que il faut concilier en fait tous ces droits, toutes ces libertés qui sont énoncées dans le préambule. Et ce que nous dit le Conseil constitutionnel de ce point de vue-là, alors la décision elle est peut-être un peu décevante, mais il recense en fait ce que prévoit la loi. Et elle vous dit bien, voilà, c'est le salarié qui décide de ne pas présenter de passe sanitaire, qui choisit de ne pas l'utiliser. D'accord ? Et le pass sanitaire, encore une fois, c'est ces trois choses. C'est pas simplement l'obligation de se vacciner, parce qu'il n'y a pas d'obligation de se vacciner. Seuls se vaccinent ceux qui veulent se vacciner. D'accord ? Donc, voilà, le Conseil constitutionnel dit, voilà, tout est enclenché par la décision du salarié qui ne présente pas de pass sanitaire et qui choisit de ne pas utiliser ensuite son repos conventionnel, ou qui a épuisé en fait tous ses droits au repos conventionnel. Donc, la suspension du contrat de travail, elle est entre guillemets, elle a pour origine cette décision du salarié. Donc, vous voyez, c'est le salarié entre guillemets qui est à l'origine en fait de cette suspension du contrat de travail. Et cette suspension du contrat de travail, pourquoi elle a été voulue par le législateur ? Toujours pour protéger, pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, donc pour poursuivre cet objectif à valeur constitutionnelle qui est la protection de la santé. Donc la suspension du contrat de travail, vous voyez, c'est une atteinte au droit à l'emploi, mais c'est une atteinte qui est justifiée par un objectif à valeur constitutionnelle qui est la protection de la santé. Et la question de savoir est-ce que c'est proportionné ou pas, eh bien en fait le Conseil constitutionnel nous dit après, c'est le salarié lui-même qui est à l'origine de cette décision, et en plus, dès qu'il présente ce pass sanitaire, la suspension, elle est automatiquement levée. En tout état de cause, c'est une mesure qui n'aura lieu qu'entre le 30 août et le 15 novembre, donc c'est une mesure qui est transitoire. Elle n'est pas généralisée à tous les salariés, mais seulement, et pour les raisons, sans qu'il y ait de rupture d'égalité, seulement pour les salariés qui interviennent dans les lieux où les consommateurs sont eux aussi soumis au pass sanitaire, donc toujours dans la poursuite du même objectif de protection de la santé, d'accord ? Voilà, donc l'ensemble de ces mesures qui sont prévues dans la loi font qu'il n'y a rien de disproportionné à instaurer un pass sanitaire. Il n'y a rien de disproportionné. Pourquoi ? Parce que ce pass sanitaire nous rappelle une nouvelle fois le Conseil constitutionnel, c'est trois choses, d'accord ? C'est l'examen de dépistage, le justificatif de statut vaccinal et le certificat de rétablissement. D'accord ? Et encore une fois, dès que le salarié utilise ce pass sanitaire, la suspension du contrat de travail prend fin. Donc en fait, le salarié, il est à l'origine en fait de la suspension du contrat de travail, comme il est aussi à l'origine de la fin de la suspension de son contrat de travail. Donc, vous voyez que si, à un moment donné, il y a une atteinte, entre guillemets, disproportionnée au droit à l'emploi, c'est le salarié qui est à l'origine de cette atteinte. D'accord ? Et pour le Conseil constitutionnel, l'ensemble de ces raisons font que il n'y a pas d'inconstitutionnalité au regard du droit à l'emploi par le mécanisme de pass sanitaire qui a été prévu par la loi. Et dernier mot enfin sur le placement à l'isolement des personnes qui sont positives à Covid.
Donc là, en fait, on est dans ce qu'on appelle les détentions arbitraires, et l'article 66 de la Constitution nous dit bien qu'on ne peut pas être arbitrairement détenu, et que l'autorité judiciaire, elle doit toujours pouvoir contrôler quand une personne est détenue de manière arbitraire, les raisons pour lesquelles qu'elle est détenue, et s'il y a éventuellement la possibilité d'aménager, en fait, ce qui a été cette détention. D'accord ? Et là, voilà, la protection, en fait, de cet article 66, il est confié à l'autorité judiciaire, c'est-à-dire il est confié au juge. Et là, en fait, ce qu'a prévu la loi, et qui est complètement disproportionné et inconstitutionnel, c'est que la personne qui a un test positif à Covid, elle se voit notifier donc par SMS qu'elle est positive à Covid, et à partir de cette simple information, elle doit rester chez elle pour une durée qui est quand même assez importante de 10 jours, avec une possibilité de sortir que entre 10h et 12h, que pour les choses qui sont strictement indispensables, et surtout, en fait, il n'y a aucun aménagement personnel de cette détention, entre guillemets, de ce placement à l'isolement, et seul ce qui peut se faire, c'est en fait une mesure qui est a posteriori par le préfet ou par le juge de la détention qui peuvent statuer là-dessus et qui pourraient éventuellement aménager donc cette situation. Et pour le Conseil constitutionnel, en fait, cette détention provisoire, en fait, qui est automatique, et qui échappe a priori au juge tant qu'il n'y a pas de contestation devant lui, eh bien en fait c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas adapté, qui n'est pas proportionné, et c'est la raison pour laquelle on considère que c'est inconstitutionnel. Voilà, donc bon, c'est une vidéo un peu longue, c'est éprouvant de devoir tout expliquer comme ça, j'espère que j'ai été clair, n'hésitez pas à me poser vos questions sous la vidéo, je ferai de mon mieux pour y répondre. Et voilà, j'espère que cette décision, en fait, vous comprenez qu'elle est cohérente avec ce que le Conseil constitutionnel a dit auparavant, et que la marge d'appréciation du Conseil constitutionnel est toujours très restreinte, parce qu'il ne peut pas se mettre à la place du Parlement. Il ne peut pas se substituer au Parlement. Il est obligé de respecter ce débat démocratique, parce que lui-même n'a aucune légitimité démocratique, puisque ce sont des juges qui ont été nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Je vous remercie pour votre écoute, et on se retrouve bientôt. Au revoir.